Le 4e congrès international de la presse filmée vient de se tenir à Saint-Domingue. Les délégués, qui ont été salués par M. Donald Cabral, qui préside aux destinées de la République dominicaine, ont eu un privilège, celui d'assister en la cathédrale Sainte-Marie Mineure à la dernière exposition publique des cendres de Christophe Colomb. Et les congressistes transformés en touristes pendant quelques heures purent voir le lieu même où débarqua le grand découvreur. La première église qui ait été construite en terre américaine, le palais du fils de Christophe Colomb, vice-roi des Indes, et le canon qui rappelle le premier établissement militaire fondé au Nouveau Monde. L'époque coloniale marque encore de son style certaines maisons de la capitale. Une capitale qui semble toujours hésiter entre deux mondes. Il suffit d'entrer dans le mouvement de la rue pour découvrir cette incertitude. L'âme couramment croise l'automobile. Tout à côté, des hôtels climatisés aux piscines de rêve qui font de Saint-Domingue, sous son climat tropical, le paradis du tourisme. Les congressistes de la presse filmée ont pu s'en apercevoir, et le président de la République lui-même ne s'est pas ménagé, avec l'aide du folklore, pour favoriser cette précieuse industrie. Alors, retour de Tokyo, on savait à leur visage à quoi s'en tenir. Marie-Vonne Dupureur ramenait une médaille d'argent et Alain Godvalès un simple diplôme. Les plus heureux et les plus attendus étaient sans doute Boudéenne et Chapuis, vice-champions olympiques de canoë. Dans cette confrontation à l'échelle mondiale, l'esprit de clocher reste vif. Et la ville de Saint-Ouen a fait à ses concitoyens, Joseph Gonzalez et Maurice Lureau, une réception grandiose. Et le petit boxeur de Narbonne, naturalisé au Donien, a été heureux de montrer sa belle médaille. À Montrouge, on s'est battu pour voir de près Kiki Caron défiler, fanfare en tête, dans les rues de sa bonne ville. On l'a acclamé, comblé, félicité, on l'a chargé de présents. Un triomphe qui ne lui a pas tourné la tête. Demain, tel Cincinnatus, elle va retourner à son champ, ou plutôt à son lycée. Avec son premier salon international de l'alimentation, Paris va devenir pour une semaine le plus grand marché du monde. Le ministre de l'Agriculture, M. Pisani, a souligné l'importance de cette manifestation. Les salons internationaux de l'alimentation, c'est en quelque sorte l'image simplifiée et anticipée de ce que sera demain le marché européen de l'alimentation. Seuls ceux qui sauront vendre les denrées les meilleures et les mieux présentées ne finiront par subsister. La recherche de la qualité et de la présentation des produits, premier souci du consommateur, se manifeste de plus en plus sur les éventaires d'Europe, comme en Amérique, où M. Mikoyan lui-même l'avait attentivement observé. L'alimentation est devenue, avec la vie moderne, une activité en pleine évolution à tous les stades, d'où l'importance de la confrontation de Paris avec les 30 pays participants. Tant il est vrai que le produit brut fourni par l'agriculture ne peut vraiment plus aujourd'hui être consommé directement par le consommateur. « 1964 est une année faste. Elle possède 2 vendredis 13, jour béni par excellence, comme on sait. Des quintuplés célèbres ne sont-elles pas nées un vendredi 13 précisément? Et personne ne dira que ce n'est pas un événement heureux. N'est-ce pas un vendredi 13 qu'un bébé géant vit le jour aux États-Unis? Autre événement satisfaisant. N'est-ce pas encore un vendredi 13 que fut créé le corps des sœurs pompiers? Événement inattendu autant qu'utile. Un vendredi 13 qu'on inventa le batteur de tapis automatique. La machine à manger les spaghettis, si désirée. Et l'appareil à ouvrir l'œuf à la coque, un vendredi 13. Que nous réserve le vendredi 13 novembre 1964, en tout cas avec la tranche spéciale de la Loterie Nationale, une pluie de millions, voilà qui est sûr. Mais peut-être aussi une autre modeste servante comme celle-ci épousera un Rockefeller. Peut-être aussi un autre sabotier, en creusant son jardin, découvrira un trésor. C'est déjà arrivé un vendredi 13. 23 hommes, 31 femmes et 3 enfants ont réussi l'évasion la plus sensationnelle depuis la construction du mur de Berlin. Un puits au départ en secteur oriental, un tunnel de 100 mètres dans lequel on ne peut que ramper, et au bout un autre puits, en secteur occidental celui-là. Pour 57 fugitifs, la liberté a commencé ici,
dans la cave d'une ancienne boulangerie de la Bernauer Straße. C'était il y a quelques jours. Le tunnel a été découvert, mais l'ingéniosité humaine est sans limite. Témoin cette inoffensive voiturette, nantie comme son pilote, d'un sauf-conduit en bonne et due forme et apparemment normal. Apparemment seulement, car à chacun de ses retours de Berlin-Est, un deuxième passager était du voyage, insoupçonnable dans une voiture de cette taille. Un passager au summum de l'inconfort, inséré en force dans une cavité agrandie par la suppression du réservoir d'essence, remplacé par un simple bidon. Le procédé est éventé, mais avant longtemps, on trouvera autre chose. À Pékin, ce jour-là commençait comme les autres. Les enfants partaient pour l'école, au pas cadencé. L'animation habituelle régnait dans la capitale chinoise. Soudain, la dernière édition en main, les marchands de journaux lancèrent la nouvelle « La Chine possédait la bombe atomique ». Quel fut sur l'habitant de Pékin l'effet de cette nouvelle? Est-ce que ça l'a surpris que les Chinois possédaient une bombe atomique? En entendant cette nouvelle, je sens que notre défense nationale atteint une grande puissance. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la vie de monsieur? Non. Non. Est-ce que la nouvelle vous a surpris? 短时期经过我们中国人民的努力跟我们这工业的发展呢，到现在我们觉得就是有原子弹的爆炸，我们并不觉得很惊奇。Avec le développement des techniques de l'industrie de notre pays, nous ne sommes pas surpris d'avoir une explosion de bombes atomiques en Chine. Le peuple chinois est capable de tout. Il est capable en tout cas, et il l'a prouvé le 1er octobre à l'occasion du 15e anniversaire de la Révolution, d'organiser la plus grande manifestation de masse du monde. Dans la tribune, Mao Tse-tung et ses invités. Dans le cortège, un Mao Tse-tung de 10 mètres de haut. Pendant plus de 2 heures, 500 000 enfants, jeunes gens et adultes, étudiants, travailleurs, représentant toutes les activités de la République, alignés 100 par 100, encadrés par des serre-files, ont défilé aux accents d'un orchestre de 1000 musiciens. Des milliers de ballons dans le ciel marquent la fin du défilé de la jeunesse et le début de la parade militaire, la parade du 10e anniversaire de la Révolution. Konrad Adenauer a été l'hôte du général de Gaulle pour son 29e voyage en France. Un voyage qui devait conduire l'ancien chancelier allemand sous la coupole de l'Institut. Le président de la République avait tenu à assister en compagnie de 4 ministres à la réception à l'Académie des sciences morales et politiques de l'homme d'État qui, avec lui, avait jeté les bases de la réconciliation franco-allemande. Devant les membres des 5 académies qui composent l'Institut de France, le docteur Konrad Adenauer est devenu membre associé étranger,
comme le sont déjà Sir Winston Churchill et le général Eisenhower. Cet honneur exceptionnel consacre 15 années passées à œuvrer en faveur de l'amitié entre les peuples français et allemands, une amitié qu'il s'efforce chaque jour de préserver et de consolider. Le château de Versailles a été le cadre d'une autre manifestation exceptionnelle. Son Altesse éminentissime, Fra Angela di Moggiana di Colonia, 77e grand maître de l'ordre de Malte, y avait rendez-vous avec tous les chevaliers français et romains pour assister à une messe solennelle dans la chapelle royale. C'était une des cérémonies qui ont marqué la visite en France du grand maître de l'ordre souverain, militaire et hospitalier, fondé au XIe siècle. Une visite qui n'avait pas eu lieu depuis 1932. Le nouveau timbre qui a pour thème tuberculose dépistée, contagion évitée a été présenté au ministre de la Santé publique à l'occasion de l'ouverture de la 34e campagne nationale contre la tuberculose. Il met l'accent sur l'importance du dépistage précoce dans la lutte contre un fléau qui demeure encore la maladie infectieuse la plus redoutable. L'examen radiologique systématique offre en effet une double garantie. Éviter aux malades toute séquelle en permettant de soigner le mal à son début et du même coup éliminer les foyers de contagion. Par un temps magnifique, plus de 70 millions d'Américains se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants, renouveler la moitié des gouverneurs et le tiers du Sénat, et surtout choisir un président des États-Unis. M. Johnson a voté à Johnson City. Il a voté démocrate, il l'a dit et cela n'a surpris personne. M. Goldwater a voté dans l'Arizona, il espérait vaincre, mais la conviction n'y était plus. À New York, c'est de justesse que Bob Kennedy a réussi son difficile concours d'entrée au Sénat. Quant à son frère Ted, toujours immobilisé après son accident d'avion, c'est à l'hôpital qu'il a appris son succès dans le Massachusetts. Terrain neutre par excellence, puisque son propriétaire est écossais, le Harris Bar a permis à quelques-uns des 25 000 Américains de Paris de suivre les péripéties de la lutte. Le succès de Johnson ne les a pas surpris non plus. Lyndon Johnson a célébré son élection en famille, ou presque. Mieux qu'un succès, c'est un triomphe. Jamais président des États-Unis n'avait été élu avec une telle majorité. Quand Cugnot expérimenta sa première voiture à vapeur, il était sans doute loin d'imaginer que l'automobile deviendrait un jour une monture idéale pour l'acrobatie. Ces démonstrations convaincantes viennent de se dérouler en Allemagne, où elles ont obtenu un succès mérité. Les directeurs de cirque ne peuvent plus désormais l'ignorer. Il leur faudra adjoindre un parc automobile à leur ménagerie. Les vétérinaires danois ont peut-être trouvé le moyen de concilier bonne chair et sveltesse. Par un hublot découpé à travers cuir et chair, l'estomac de cette vache est en effet vidé toutes les heures. Le contenu est étudié en laboratoire. On veut savoir quelle sorte d'herbe elle préfère. Manger comme 4 sans crainte de grossir. Le rêve. Reconstituer l'étrange carnaval qui se déroule sans fin dans les profondeurs du Pacifique, c'est ce qu'a réussi un Français, le docteur Catala. Aux touristes des 5 continents dont la route passe par la Nouvelle-Calédonie, il offre un établissement unique au monde, l'aquarium de Nouméa, où sont visibles des espèces marines qui n'avaient jusqu'à maintenant jamais pu être observées vivantes dans leur milieu. Nourris, éclairés, logés, et s'il le faut traiter aux antibiotiques, les pensionnaires de l'aquarium retrouvent, puisés loin en mer, l'eau dans laquelle ils sont habitués à vivre. Leur capture est affaire de patience, une patience qui peut demander des semaines et quelquefois des années, le cas s'est produit. Des filets cernent le refuge du poisson convoité et des plongeurs habiles vont l'attraper de leurs propres mains.
Comme il y a des voisins inquiétants qui aiment varier leur menu, les plongeurs prennent souvent la précaution de s'enfermer dans des cages de leur invention. Au bout de cette longue patience, c'est dans l'aquarium de Nouméa le carnaval sous la mer qui recommence avec le Tétis bleu qu'on croirait peint par Fernand Léger. Au voisinage des grands oursins diadèmes, les poissons couteaux fanatiques de la station verticale évoquent quelques plantations étranges. Cassant comme du verre, ils évoluent ainsi en groupe, la tête en bas, animés de mouvements synchrones. Placide s'il en est, le poisson ballon digère. Il est tellement gourmand que le dernier de ses soucis est bien de surveiller sa ligne. Même sa toilette, il l'abandonne au Ficilabruce, petit poisson médecin qui ne le quitte jamais et qui ne semble exister que pour le débarrasser des minuscules parasites qui l'infestent. Elle, c'est la créature de cauchemar. La Rascas inimicus l'a bien nommée. Elle dévore. Quand il passe à sa portée, petit poisson ne devient pas grand. Tout juste né, ce bébé requin fait connaissance avec le monde. Brave bête inoffensive, il le restera même lorsqu'il sera devenu un requin léopard de 2 mètres. Eux, ce sont les Gergobius. On les appelle aussi poissons bulldozer. Ce sont des enragés du terrassement. Se relayant sans cesse, ils s'emplissent la gueule de sable qu'ils rejettent par les ouïes. Après filtrage des particules consommables, précisons-le, on n'est pas totalement désintéressé. Un couple déplace sa tonne de sable par an. Quant à ces créatures de rêve, elles sont rarissimes. On leur donne le nom de crevettes orchidées tant elles sont éblouissantes. On a mis 12 ans à les découvrir. Elles font penser à d'étranges chevaux de tournoi tout caparaçonnés. Un voile, une fumée, simplement une planaire, mais d'une minceur de pétales de rose. Monde étrange et merveilleux, l'aquarium de Nouméa n'est qu'un perpétuel éblouissement. Dans la galerie de la place Vendôme, qui a accueilli ses œuvres les plus récentes, Jean Lebenstein livre à un public curieux de recherches insolites un univers impressionnant, peuplé, c'est du reste le titre de l'exposition, de créatures abominables. Monstres pétrifiés sortis d'on ne sait quelle zone du subconscient. Le musée d'art moderne de New York possède déjà quelques-unes de ces toiles. Curtis, lui, n'œuvre pas précisément pour les musées, mais plutôt pour les collectionneurs. Le dispositif de visée qu'il a fixé à son chevalet en témoigne. Il s'est fait une règle de ne travailler que dans le format réduit, quelques centimètres carrés au maximum. Son matériel en est réduit à l'essentiel, un poil de pinceau. Le portrait de Paul VI n'est pas plus grand qu'un ongle. Une boîte à cigares suffit pour contenir une dizaine de ces toiles. Et un visage tient dans le chat d'une aiguille. Ses grands sujets, les paysages. Mais il accuse aussi une prédilection pour les personnages célèbres. Pour le plaisir sans doute de les avoir tous dans sa main. Les personnages célèbres impressionnent aussi Casasus, mais lui donne dans le gigantisme. Une de ses plus petites toiles mesure 21 mètres de long. Il dut faire appel à un système de ballon pour pouvoir faire la dernière retouche et aussi, il faut bien le dire, pour avoir enfin une vue d'ensemble de son œuvre. Signe des temps, la traction électrique sur le réseau ferré français achève de tisser sa toile jusqu'aux limites de l'Hexagone. Avec la section Neuchâteau-Dijon, la SNCF aura réalisé cette année l'axe électrifié nord-sud qui se prolongera en direction le Vintimille en 1965. La pose des lignes progresse actuellement à travers les garrigues et au bord de la Méditerranée. La traction électrique débarrassera donc bientôt des fumées indésirables le plus beau ciel des vacances.
Dans le même temps, la SNCF apporte à la Bretagne les bienfaits de l'électrification du rail, la vitesse et la puissance. D'ores et déjà, les motrices atteignent l'aval. Et au-delà, on tend les fils des caténaires destinés à véhiculer cette énergie qui est véritablement celle de notre époque. Les locomotives classiques font leur dernier tour dans les dépôts. L'ère des locomotives à vapeur, dont le panache provoqua l'enthousiasme vers les années 1840, n'est plus loin de sa fin. Et ce sont sûrement des motrices électriques qui emprunteront cet ouvrage. En effet, on vient de présenter à Madrid la maquette d'un pont de 25 km sur lequel trains et automobiles pourront franchir le détroit de Gibraltar, si le projet se réalise. Signe des temps encore, reflété au salon de l'emballage avec une impressionnante collection de conditionnements perdus. Réputé jadis grand collectionneur de récipients vides, le Français s'habitue à tout jeter après usage. Fait significatif, l'un des Oscars du salon est allé à une société qui révolutionne la distribution des vins de consommation courante avec un emballage ultra léger, non consigné. Donc le vin lui-même se plie au nouveau style. Fabriqué en grande série près de Marseille, ces majorettes, qui ne pèsent que 36 grammes, ne servent strictement plus qu'à l'acheminement du vin, du lieu d'embouteillage à la table où il sera consommé. À la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette, purement et simplement. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant, expéditif et tellement reposant. À leur premier missile, les États-Unis sacrifièrent leurs avions périmés. Destinés à remplacer les canons de toutes sortes, les armes nouvelles exigeaient des cibles à leur mesure, aussi bien pour leur expérimentation que pour ce qu'on pourrait appeler l'entraînement de routine. Les missiles air-air, comme les missiles sol-air, consommèrent ainsi outre-Atlantique les surplus de la guerre. Mais un certain nombre de pays, dont la France, ne pouvaient s'offrir ce luxe. Ainsi sont nés les engins cibles, qui sont aux armes nouvelles ce que les braves silhouettes des anciens champs de tir étaient aux fusils Lebel. Le CT-20 de Noraviation, maintenant construit en série, fait aujourd'hui partie de l'équipement des champs de tir en France, mais aussi en Italie, en Suède et probablement demain en Crète pour le compte de l'OTAN. L'engin est équipé de 2 fusées accélératrices qui seront larguées en vol. Destiné à simuler les appareils volant à 900 km à l'heure, le CT-20 est une cible téléguidée dont la trajectoire est constamment suivie sur une table traçante. Cette cible dispose d'une autonomie de vol d'1 heure. Le CT-20 a atteint son altitude. L'exercice véritable commence. La cible va être prise en chasse dans les conditions exactes où le serait un avion ennemi. À un détail près cependant, le tir ne sera effectué qu'au plus près. Et sa précision sera enregistrée par la caméra de bord du CT-20. Moyennant quoi, le CT-20, dont les parachutes se déclenchent automatiquement en fin de vol, pourra servir encore à des exercices ultérieurs. Ces hommes sont des nageurs de combat. Ils appartiennent à la 6e compagnie du groupement de fusiliers marins Commando. Si le parachute fait aujourd'hui partie de leur équipement, c'est qu'un Nord 2501 va les amener rapidement avec leurs embarcations à proximité de leur objectif, quelque part en Méditerranée. Chaque jour, en effet, ces unités d'élite s'entraînent dans les conditions les plus difficiles. Les kayaks pneumatiques sont largués les premiers, les hommes suivront. L'exercice se déroule de jour, mais en temps de guerre, tout se passerait la nuit. Dès l'amérissage, les hommes se débarrassent rapidement de leurs parachutes et rejoignent leurs embarcations insubmersibles. Ces kayaks leur permettront de gagner le premier relais, une anse proche de l'objectif. L'approche immédiate, ils la feront en immersion, toujours 2 par 2, reliés l'un à l'autre par une courroie. Les filets qui interdisent aux navires l'accès de la passe sont franchis sans difficulté, les mailles sont suffisamment larges pour le matériel et les hommes.
Mission du commando, détruire les hérissons métalliques disposés devant la plage pour éventrer les navires de débarquement. Rommel en avait truffé les rivages normands. Un pain de plastique suffira. Quand l'objectif est lointain et difficile d'approche, les nageurs de combat utilisent le scooter sous-marin à propulsion électrique. Un appareil silencieux et efficace, tout à la fois moyen de transport et engin de destruction, puisque la charge explosive constitue l'ogive du scooter. Détachée, elle est appliquée sous la coque à détruire avec un système d'allumage à retardement. Discrétion totale, surprise absolue. C'est ainsi qu'en décembre 1941, 6 nageurs italiens envoyèrent par le fond 2 cuirassés anglais dans le port d'Alexandrie. Ils sont toujours à pied d'œuvre dans le minimum de temps pour des missions d'attaque ou de défense. Le déminage entre dans leurs attributions. Avançant de front, ils vont détecter les mines qu'une bouée signalera à l'attention de la surface. Le détonateur enlevé, l'engin sera réduit à l'état de ferraille inoffensive. N'entre pas qui veut dans les nageurs de combat. Les uns sont déclarés inaptes physiologiquement, d'autres seront éliminés pour des raisons d'ordre psychologique. Impulsivité, propension à la panique, trop grande nervosité sous l'eau. 5% seulement seront admis. Une sélection impitoyable, mais des hommes remarquables, les nageurs de combat. Il y a 20 ans, l'Alsace retentissait des échos de la bataille. Forçant le verrou des Vosges et sans laisser le moindre répit à l'adversaire, la 2e DB qui avait libéré Paris 3 mois auparavant entrait dans Strasbourg. Après 53 mois d'occupation, la capitale de l'Alsace redevenait française. Par un de ces hasards dont l'histoire est coutumière, les forces de Leclerc entraient dans la ville 26 ans jour pour jour après celle de Gouraud en 1918. À Koufra, dans les sables africains, alors que la situation était plus que précaire, Leclerc et ses hommes s'étaient jurés de rentrer un jour dans Strasbourg libéré. Leur foi avait forcé le destin. Le 23 novembre 1944, la ville en liesse acclamait ses libérateurs. Le 16 décembre, von Rundstedt lance une vigoureuse contre-offensive dans les Ardennes. La situation est sérieuse, Strasbourg est menacée. Le général Eisenhower donne l'ordre d'évacuer la ville, mais les Français refusent, ils tiendront. La combativité de l'adversaire s'émousse rapidement. Le brouillard qui couvrait depuis quelques jours les Ardennes se lève et l'aviation peut entrer en action. Bientôt, le coin enfoncé par la Wehrmacht dans les lignes alliées sera réduit à néant. Ce sera la dernière velléité offensive d'une armée déjà aux abois. Et Strasbourg, désormais à l'abri de toute menace, va faire au général de Gaulle un accueil délirant. Hommage auquel seront associés les chefs de la 1re armée et de la 2e DB, les généraux Delattre et Leclerc. 20 ans après, le général de Gaulle est revenu dans la capitale alsacienne. Acclamé par la population, le chef de l'État s'est d'abord rendu à la cathédrale, où un office solennel était célébré à la mémoire des morts des 2 guerres. Puis, toujours applaudi par une foule dont l'enthousiasme et la ferveur ont été stimulés par les épreuves passées, le président de la République, en présence de la maréchale Leclerc et des anciens de la 2e DB, a fleuri le monument élevé à la mémoire du libérateur de Strasbourg. Sur la place Kléber, enfin, le chef de l'État mesure le chemin parcouru depuis 20 ans par la France et l'Allemagne. Oui, la coopération des 2 grands peuples réconciliés, notre pays la désire, parce que c'est la seule base sur laquelle
puisse être établie l'unité de l'Europe occidentale. C'est aussi pourquoi nous, Français, tenons pour indispensable qu'au plus tôt, les participants réalisent et pratiquent entre eux une organisation alliée, certes, au Nouveau Monde, mais qui soit proprement la leur, avec ses objectifs, ses moyens et ses obligations. Cette espérance, cette volonté, cette politique qui sont les nôtres, devait conclure le général de Gaulle. Où donc la France pourrait-elle les affirmer mieux qu'à Strasbourg? Ils étaient l'image même de la jeunesse et du bonheur. Leur sourire avait séduit le monde entier. Chacun était sensible à une affabilité, à une simplicité que la carrière fulgurante de John Fitzgerald Kennedy n'avait nullement affectée. Il avait apporté aux fonctions suprêmes une énergie et une rare intelligence. Il avait lancé un nouveau style de vie et de gouvernement. Il y a un an, il a suffi de quelques coups de feu tirés du 5e étage d'un immeuble de Dallas pour que s'accomplisse l'un des épisodes les plus dramatiques que le monde ait connus depuis la fin de la guerre. Tandis que la stupeur et la consternation frappaient les foules, Jacqueline Kennedy allait subir l'épreuve avec un courage et une dignité admirables. Cette disparition brutale portait automatiquement le vice-président Johnson à la magistrature suprême. Et les chefs d'État et chefs de gouvernement de plus de 50 nations se retrouvaient à Washington pour les funérailles nationales du président assassiné. Et déjà le monde anxieux s'interrogeait, l'œuvre de John Kennedy sera-t-elle poursuivie? Les intempéries l'avaient mis en péril. Le plus célèbre groupe de l'opéra, la danse, a été transféré au Louvre. Mais le Palais Garnier n'en perdra pas pour autant son unité architecturale. Commandé par le ministre des Affaires culturelles, André Malraux, une réplique fidèle vit peu à peu le jour à partir de plâtre moulé sur l'original. Cette copie a été réalisée dans les ateliers d'un sculpteur renommé, Paul Belmondo, père d'un acteur non moins renommé. Trois ans furent nécessaires à l'artiste pour parachever ce double, appelé à prendre dans la pluie et dans le froid le relais de l'œuvre de Carpeaux. L'opération copie conforme vient de s'achever aujourd'hui pour le célèbre groupe de l'opéra. Elle permettra de préserver d'autres chefs-d'œuvre du patrimoine artistique français en les soustrayant aux intempéries, sans briser pour autant l'unité des ensembles. Il est très sérieusement question de les traquer, de les sanctionner, de les chasser. Qui? Les amoureux de Paris. Ceux qui trop souvent se donnent en spectacle se croyant seuls au monde. Il paraît qu'ils offusquent les passants. Bref, les pères la pudeur ne veulent plus les voir, ils parlent même de les traîner sur d'autres bancs. D'infamie, ceux-là. Il est question d'interdire les bancs publics aux amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je lis pas beaucoup les journaux, c'est pas tellement au courant. Et puis, on peut pas toujours aller au cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah... je suis un petit peu surpris, parce que... moi, je trouve qu'on est vraiment bien, là, hein. Puis il y a le grand air, et puis... enlever les bancs publics aux amoureux, bah... c'est idiot. On a toujours fait ça. Nos parents l'ont bien fait, il n'y a aucune raison qu'on nous en prive. Moi, je trouve qu'il faut laisser des bancs publics aux amoureux. Car s'il n'y en avait pas eu, je ne me serais peut-être jamais marié. Ah oui. Là, les amoureux, moi, je suis contre, moi. Il n'y a pas tellement de place, là. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics,
bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Les passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. À Rouen, cette jeune fille de 17 ans mène une vie discrète et laborieuse, tout entière consacrée à son art. Elle est célèbre depuis quelques semaines. Elle a dîné chez le Premier ministre, mais son retour est passé inaperçu. Les mélomanes d'Europe centrale la réclament, mais personne ne lui demande d'autographe. Et pourtant, au concours UNESCO de Bucarest, les Olympiades du violon, Claire Bernard, la Benjamine, a triomphé des virtuoses soviétiques, américains et allemands. Claire Bernard, prix UNESCO 1964. Un triomphe qui vaut bien une médaille aux Jeux Olympiques, non ?